Nous sommes à Metz, en compagnie d'Anne de Sète, pour la sortie de son ouvrage en prose poétique qui s'appelle Ressac. Et si en arrière-plan, nous apercevons Sète et le Mont-Saint-Clair, ce n'est pas du tout un hasard, puisque Sète et ce patronyme, j'aimerais bien, pour commencer cette interview, qu'Anne nous dise pourquoi elle s'est appelée, sous ce patronyme de plume, Anne de Sète. Parce que Sète, c'est la ville où je suis née, où j'ai toujours voulu vivre, et longtemps je n'y étais pas. J'ai passé pas mal d'années ailleurs. Et Sète, c'est une ville de lien entre l'étang et la mer, une ville de canaux qui font justement cette jonction, de lien aussi entre la terre et l'eau. C'est une ville que j'aime, c'est une ville avec un petit bout de montagne, avec beaucoup de pierres sèches. Il y a à la fois des senteurs de garrigues sur le Mont-Saint-Clair et des senteurs d'algues dès qu'on longe le littoral. Paul Valéry parlait d'îles singulières, c'est très bien trouvé. Certes. Et alors, le titre de l'ouvrage, Ressac, encore une allusion à la mer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? D'autant plus que ton précédent ouvrage publié, qui était un recueil de poèmes, s'appelait Écume. Donc toujours, nous sommes dans le champ linguistique de la mer. Ressac, c'est un aller-retour, c'est un mouvement permanent qui ne s'arrête jamais. La mer, c'est la naissance de toute vie. Et puis, je sais pas, il y a une part de pure subjectivité. La mer, ça a toujours été important pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et après, expliquer pourquoi, je ne sais pas. Mais alors, moi, je sais que non seulement la mer dans ta vie, dans ton écriture, mais même aussi dans la pratique de la voile. Donc, c'est plus que ce que tu viens de nous dire. Bah, ce que je viens de dire, c'était pourtant... Enfin, ça me paraissait énorme. Oui, la mer sous tous ses aspects. Est-ce que je peux lire un extrait du recueil, enfin, tout au moins de l'introduction, hein, qui, à mon avis, est assez révélateur. Je peux? Tu peux. Ce sont des extraits, bien sûr. Le livre est assis à côté d'elle. Il est couvert d'un papier kraft. Pas de titre, pas d'auteur. Livre anonyme et secret. Il l'appelle de toute sa mince épaisseur. Elle prend le livre, le soupèse, l'entr'ouvre pour l'odeur, ce parfum des pages, plaisir sensuel, souvenir d'école, envie d'histoire. Puis elle l'ouvre au hasard. Des mots sont rangés là, des mots de tous les jours en petite quantité, dissociés, harmonieusement dispersés sur la page. Les mots l'arrêtent. Doucement, un à un, ils font lâcher prise à tous les petits doigts du temps ordinaire qui veulent la retenir. Les mots, doucement, l'entraînent dans une ronde centrifuge. Ces petits mots simples créent tout un monde, alors qu'ils sont si peu. Ils chantent, comme un oiseau. Ils répètent certains sons et jouent avec. Comme des danseurs, ils se répartissent l'espace. Comme un démiurge, ils créent un autre ailleurs. Elle lâche peu à peu les petits doigts griffus, elle se laisse entraîner, elle suit la ronde et s'éloigne à grandes ondes de son proche passé, de son futur proche, de son présent dans ce train. Instinctivement, ses doigts se mettent à bouger, ouvrent le sac, sortent un stylo, sortent l'agenda, et prenant une page au hasard, méprisant les rendez-vous et les calculs, ils se mettent à écrire. Alors, Anne, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la lecture et à l'écriture, puisque ce texte qui est situé en prologue à Ressac n'est pas là par hasard? Non, il n'est pas là par hasard. La lecture, ça a été une découverte fabuleuse quand j'ai appris à lire. J'en avais hâte d'ailleurs. Je me suis plongée dans les livres d'une façon sans limite. Et forcément, à un moment, on a envie d'écrire quand on lit beaucoup. On se dit qu'on pourrait peut-être à son tour créer des univers pour d'autres. Qu'on pourrait à son tour partager des histoires. Voilà, donc j'ai commencé assez vite à tenter d'écrire. Mais là, tu es dans l'altruisme. Est-ce que ce n'est pas aussi, quand on te lit, l'écriture, une façon de parler de soi ou de mettre sur le papier des choses de soi qui peut-être ne se résolvent pas si on ne n'aimait pas par écrit? Enfin, c'est une hypothèse. Hein. Je ne suis pas sûre que de mettre par écrit les résolve, mais c'est vrai que ça déborde quelque part. Donc on écrit aussi pour ça, bien sûr. Quand je dis partager, c'est pas forcément altruiste. C'est l'envie de ne pas garder tout pour soi. Je sais pas comment le dire, c'est un peu égoïste aussi. Cette envie de se mettre sur le papier, alors quand je dis se mettre, ça peut être une histoire inventée, c'est pas la question. Oui. Et que d'autres puissent à leur tour la lire et peut-être s'y perdre avec bonheur. J'aimerais bien que ce soit l'auteur qui nous dise un petit peu comment ça a été construit.
Le fil rouge, je pense que tu penses à la mer. C'est vrai qu'on la retrouve à peu près partout. Pas tout à fait, mais à peu près. La mer, l'eau. L'ordre, c'est plus l'éditeur que moi qui a ordonné le recueil. Disons qu'il y a quand même une progression peut-être dans l'âge des personnages ou dans la maturité face à la vie des personnages. Les personnages que l'on rencontre dans Ressac ont certaines caractéristiques. Ils sont presque tous féminins, je me trompe. Je comprends mieux les femmes, peut-être. Et pour beaucoup d'entre eux, ils souffrent. Quand on regarde autour de nous, on voit beaucoup de gens qui sont seuls, qui sont en difficulté, qui ne le montrent pas toujours. Mais on a quand même assez vite fait de s'en apercevoir. Dans les villages, combien de personnes âgées qui sont sans famille ou sans... Personne ne les attend, personne ne leur rend visite. C'est difficile de passer à côté. C'est difficile de ne pas y être sensible. Et on écrit ce à quoi on est sensible. Et alors, si on revient un petit peu en arrière sur les premiers textes qui évoquent des souffrances d'enfants ou d'incompréhension ou je ne veux pas dire de désamour, mais quelquefois ça se ressent un peu comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, il y a un enfant qui est dans un contexte d'enterrement, ce qui est difficile à comprendre pour un enfant. Et donc, ce sont ces pensées qui batifolent un peu et puis qui reviennent au grand-père qui est là et qu'elle ne reverra plus vivant. C'est quelque chose qui est, je pense, commun à toutes les expériences d'enfants. Voilà, on a un esprit qui est plus volatile et plus libre peut-être que ceux des adultes. Il y a un enfant qui a la fièvre, donc là, il faut se replonger dans ce qu'on ressent quand on a la fièvre et qu'on est enfant. Et là, c'est un monde fantasmagorique. Je ne pense pas qu'on puisse parler vraiment de souffrance. Bon, la rentrée, oui. Oui, moi je pensais surtout à celui-là, c'est vrai, hein, j'avoue. Oui. Bon, la rentrée, c'est parti de souvenirs, d'images, de ce garçon qui tourne dans la cour avec son manteau bleu roi. Je le revois toujours. Il existe réellement. Il existait, je sais pas, réellement dans sa solitude intense. Ça m'avait énormément frappé. J'avais eu la sensation d'un monde inhospitalier qui laissait cet enfant seul et manifestement malheureux sans intervenir. Ça m'avait choqué. Voilà. Et tout cela révèle finalement ta grande sensibilité et ton regard sur l'autre. C'est pas étonnant si tu es aussi une photographe qui s'attache à prendre les autres dans leur quotidien, parce qu'il y a cette espèce d'empathie, ce regard qui est toujours, qui cherche à comprendre et qui est choqué par justement ce qui pourrait être le malheur des autres ou simplement un moment de désarroi. On va revenir au texte, mais là sous un autre point de vue. On a parlé des personnages, on va peut-être parler du cadre. Moi j'ai remarqué que, alors si on parle beaucoup de pluie, de mer, d'eau, alors Anne de Sète, le cadre, la naissance à Sète, on a déjà évoqué tout cela, et c'est vrai que c'est prégnant finalement dans ce recueil, comme dans le recueil de poèmes, la présence de la mer, l'amour de la mer, et dans ces textes aussi. Alors il y a même un épisode assez, si tu veux nous en parler, où l'héroïne meurt à l'hôpital et on nous dit elle était noyée alors que l'hôpital se trouve à, je crois, 80 km de la mer. C'est quand même très, très, très étonnant et en même temps révélateur de cette idée de l'eau qui, même si elle n'est pas présente réellement, est présente dans le mental des personnages. Oui. Je ne sais pas trop quoi répondre parce que, comme je disais tout à l'heure, la mer c'est fondamental, quelque chose de fondamental, tu as du mal à analyser le pourquoi et le comment. Je pense que de la noyade déjà, pour reprendre ce cas particulier, il y en a de toutes sortes. Elles ne sont pas toujours physiques. Il y a des gens qui se noient dans la société, il y a des gens qui se noient dans le monde, dans la solitude ou dans... Voilà. Ce personnage-là en particulier se noie depuis déjà un moment, on l'a vu peu à peu perdre pied. Au fond, c'est une noyade symbolique peut-être, mais oui, qui s'est répercutée physiologiquement, apparemment. Voilà, et la mer, c'est aussi la naissance, c'est aussi la racine, la source. C'est le début et c'est la fin, quelque part. Oui, voilà. Elle est toujours là. Et c'est le renouvellement. Absolument. Tout le titre. Tout le titre, voilà. Bon, on ne va pas boucler la boucle sitôt. Autre thème que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, la solitude, l'abandon, la maladie, la fin de vie. Bon, alors, tu nous as déjà en partie dit qu'effectivement, ça correspondait à ton regard sur des périodes de vie des gens que tu rencontres ou de ta propre vie. Mais
En même temps, il y a aussi, par rapport à tout cela, la reconstruction qui, j'anticipe sur un peu la conclusion de ton ouvrage, et je pense là à Lille. Et est-ce que je peux lire aussi un passage où on sent à la fois un sentiment de mal-être et à la fin de l'histoire, le personnage se reconstruit. Arrivé là, dans l'esquif, nous avions traversé la crique exprès pour voir à quoi ressemblerait la pointe de l'île. C'était parti d'une irréalité. J'eus l'envie, le besoin de mettre devant mes yeux les briques qui feraient mon récit, puis de monter ce tas de mots en dur pour reconstruire le réel, mon réel, des briques de vie pour reconstruire. La pointe, on l'a vu, on a escaladé la colline devant nous, et puis voilà, aride, c'est cela, comme une quintessence d'aridité, une aridité absolue. Je sens qu'elle me consolide, qu'elle est importante, mais je ne vois pas encore comment. Et je revois mon départ, le quai bondé, agité, la foule des familles et de leurs valises, paquets, sacs et colis. Et lui qui se tait, qui ne supporte pas que j'aie cette audace, l'audace de partir, l'audace d'affronter le sans lui, l'audace de décider, cette audace dont il n'est pas acteur. Il a les yeux arides, le cœur aussi. Moi, j'ai encore à avancer, à comprendre. Comment peut-on me refuser d'être ? Pourquoi m'interdit-on ce qui est moi ? Pourquoi m'empêche-t-on de bourgeonner, de reverdir de printemps ? Au fond, c'est cela. L'aridité rugueuse de l'île m'emplit tout entière. Et c'est une paix difficile que je dois faire avec la vie. Cette paix qui ne vient qu'au soir. L'île ne nous a pas dévorés. Elle a absorbé cette interdiction qui pesait sur moi. L'île me permet d'être, enfin, dans ce silence de murmures marins, sous des oiseaux qui surveillent en cercle, je sens les briques s'organiser. Je sens revenir du bout de moi ce qui me construit et tout ce qu'on m'a volé depuis toujours. Ce soir, je serai île et pourra s'épanouir en moi la vitalité incandescente. C'est superbe, je n'ai pas envie d'en dire autrement, mais alors, cette île, est-ce que ce n'est pas, quelque part, une métaphore de ta vie ? Là, je suis peut-être indiscret, mais... Le récit. Oui, le récit peut-être, certainement. Certainement, c'est une métaphore de ma vie. Certainement, c'est en moi que j'ai puisé ça. L'île elle-même, elle est complètement métaphorique et je ne sais pas comment on pourrait la comparer à quelque chose de vrai. C'est un milieu qui permet de se retrouver soi. Donc c'est un milieu isolé, une île, protégée. Alors je ne sais pas, est-ce que pour quelqu'un d'autre, ça serait un monastère bouddhique ou un sommet ou... C'est l'endroit où l'on peut se retrouver, voilà, et rassembler les morceaux à partir desquels on va se reconstruire, pour le dire ça, encore autrement. C'est ça, tout à fait. On va pouvoir se rassembler. Et c'est l'île qui permet cela. Je pense. Nous revoilà toujours avec cette île singulière. Hein. Alors, ce texte était situé dans une grosse moitié, je crois, du recueil, et il amorce, selon moi, la deuxième partie, qui est justement partie reconstruction, et après les abandons, après les... Il y a, il me semble, une certaine sérénité qui apparaît au fil des pages, même si elle est parfois nimbée un peu de folie, comme dans Les Cigales. Les Cigales, qui est un texte dont j'aimerais que tu nous parles. Les Cigales, c'est un autre type de flot. Certes. C'est plus un fleuve, c'est un flot continu. Plus un torrent, voilà, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas d'aller-retour comme dans un ressac de marin. C'est un texte sans ponctuation, c'est un texte où je me suis laissée emporter, et j'espère qu'on se laisse emporter en le lisant. Voilà, c'est un texte tout à fait à part, à mon avis, à cause de ça. Oui, on a l'impression que ça a été écrit d'un seul jet. Oui. Et que le personnage qui écrivait cela était dans une sorte de transe amoureuse, me trompais-je ? C'est quelque chose comme ça, effectivement. Quelque chose comme ça. Un moment où on ne réfléchit pas, où on ne pense pas vraiment, on est tout aux sensations mentales.
En tout cas, c'est très porteur, je peux dire. Et c'est tellement bien écrit que justement, on partage cette espèce de flot, cette espèce d'élan contre lequel on ne peut pas résister. Hein, Tant mieux. le temps passe et le recueil est court, donc on arrive à un texte qui m'a à la fois amusé, interpellé, qui n'est pas à la fin par hasard et qui est néanmoins propre à s'interroger sur le sens qu'on doit lui donner. Je parle du mouton pas moutonnier, petit texte qui clôt cet ouvrage. Et là, par contre, j'ai envie d'en lire 2-3 extraits pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Sinon, ce sera un peu abscon. Chaque soir, pendant des années, ils se sont enfermés dans des boîtes, enfouis dans des trous, dans les banlieues anonymes des grandes cités. Chaque soir, pendant des années. Ce soir-là, au mois de juin, sur ce jardin des ombres, un peu de vent du nord portait un peu de folie. Et puis, le mouton est arrivé. Un mouton échappé, un mouton gauche, un mouton couvert de plusieurs kilos de laine, pelotes encore enfouies dans les boucles de sa toison. Un mouton oublié par le rasoir du tondeur. Il ne courait pas, non. Il roulait, placide, boule de laine aux pattes disparues. Et aux fenêtres, des visages sont apparus, de plus en plus nombreux, des yeux emplis de points d'interrogation, des mâchoires qui lentement tombaient. Et puis, bizarrement, les fenêtres, ni jour, ni nuit, se sont vidées de leurs marionnettes. Et les rues se sont peuplées de silhouettes silencieuses, sorties des boîtes, suivant un mouton gauche et bouclé, qui roulait tout doucement. Alors, c'est quoi la clé ? La clé, je ne sais pas s'il y a une clé. Je vois ça comme la sortie de la routine, des habitudes, du quotidien qui empêche, qui coince, etc. Pour partir derrière l'imaginaire, derrière quelque chose de différent. Justement, ce mouton-là n'est pas un mouton, dans le sens où il ne suit pas la foule. C'est la foule qui va le suivre. C'est quelque part une sorte de libération. Alors moi j'y voyais quelque part, mais bon, c'était pas ton idée de départ, mais quand un texte est écrit, finalement il échappe à son... Absolument. Hein, et moi j'y voyais un peu un parallèle avec le poème de Baudelaire qui s'appelle Le Phare, où c'est le poète qui fait voir finalement au lecteur ce qu'ils ne voient pas eux-mêmes. Et je voyais en ce mouton un peu aussi comme ce joueur de flûte qui entraîne les gens derrière lui. Donc je voyais un intercesseur entre un monde aveugle et une sorte de prophète ou de... Alors effectivement, je pense que les petites boîtes du début, ça peut aussi se rapporter à Dylan, avec des petites boîtes très étroites. Sauf que dans sa chanson, c'est désespérant, parce qu'on arrive dans une boîte et on finit dans une boîte, et entre-temps, on n'a fait que changer de boîte. Et là, eh bien, ils en sortent des boîtes. Et effectivement, je pensais aussi aux joueurs de flûte, qui entraînent... Alors bien sûr, on a dit que les enfants étaient partis se noyer, mais on peut aussi imaginer qu'ils sont rentrés dans la montagne pour rentrer dans un monde merveilleux. C'est un peu ça, peut-être. Mais sous une forme finalement plus énigmatique et plus humoristique avec le mouton qui n'est pas moutonnier. Alors, si on peut tenter une conclusion, est-ce que vivre soi-même, vivre en accord avec la nature, vivre pleinement en sa vie d'homme ou de femme, penser la mort sans la craindre, partager par les mots, par la langue, est-ce que ça c'est le message de Rossac ? Tu l'as très très bien senti et dit. C'est gentil. Est-ce que tu me permets de conclure cet entretien par la lecture rapide d'un poème extrait d'Écume, qui est l'autre ouvrage et qui, selon moi, est une sorte de résumé et une exégèse de Rossac. Vas-y. Pour des voiles ouvertes, pour des élans sans fin, pour des amours de feu, contre la peur inerte, contre les morts de faim, contre la faim des yeux, pour vivre sans entrave, pour le départ demain, pour le regard de l'eau, contre l'esprit esclave, contre les mots sans rien, contre des vies sans mots, jusqu'à ma fin d'espoir, jusqu'à l'heure de l'eau, jusqu'à la vague ultime, je me battrai sans voir, je rythmerai les flots, j'exige le sublime. C'est un superbe texte, je l'adore, je le relis souvent, et je trouve qu'il est une espèce de résumé de Rossac. Oui, ça peut se comprendre, effectivement. Bon, oui. je te remercie beaucoup. Il a été écrit avant. Il était écrit avant, oui, je sais bien, mais bon, je crois que
toute façon, il me semble que l'écriture, notamment la tienne, c'est un éternel brassage entre, À Rossac. voilà, un ressac entre ce qui a été toute ta vie et entre l'enfance jusqu'à aujourd'hui et ce qu'on t'a apporté, ce que tu as vu, etc. Et merci de nous apporter sous forme poétique ou sous forme de prose poétique ces sensations et cette très belle poésie. Merci Anne. Merci à toi, beaucoup.